En introduction, et avant de laisser la parole à Christophe Dupont, donc le président du club, on voulait rendre un hommage à Claude Clément, qui était donc président du club de 1999 à 2003, et donc qui est décédé le 15 juin dernier, le 15 juin 2013. Alors si vous voulez, évidemment pour nous c'était un événement douloureux, d'autant que tant Claude Clément que je dirais la société Groupama qu'il représentait a accompagné et continue encore à accompagner le club pratiquement sur la vie entière du club, hein, puisque je rappelle que le club a été créé en 1993. Et donc il fêtera en 2013, donc cette année, du reste un événement est prévu, son 20e anniversaire. Et que c'est grâce au président Clément et puis aux présidents successifs qui ont donc œuvré pour le club que ce club a fait un parcours exceptionnel. Puisque en 1993, ce club est en National 3. Et eh bien, vous savez que très vite, il trouve un rythme de progression qui l'amène à la Pro A, et avec, en 2010, le titre le plus élevé qu'il ait remporté, puisque c'était le titre de la Coupe de France. Donc vous voyez tout le parcours et qualification, bien sûr, pour l'Euroleague aussi. Donc voilà, on voulait rendre hommage à Monsieur Clément. En introduction, rappeler les piliers et les fondamentaux du club. Pour nous, c'est le soutien de la ville d'Orléans et des collectivités. C'est un élément essentiel, sans lequel il n'y aurait pas le club à ce niveau. Les collectivités, au premier rang desquelles on trouve bien sûr la ville d'Orléans, mais immédiatement à côté de la ville d'Orléans, le Conseil général, département du Loiret, et immédiatement à côté, la région centre. Donc ce sont des collectivités et des soutiens de grande fidélité, parce que lorsqu'on fait appel aux collectivités pour accompagner le club, il y a des réponses qui sont, je dirais, des réponses positives. Premièrement. Alors deuxièmement, il y a les partenaires. Bon, ça c'est essentiel aussi. Le travail qui a été fait sur les partenaires permet d'inscrire la relation des partenaires dans la durée, malgré la conjoncture économique qui n'est pas facile. Il faut vraiment que Il faut vraiment que nous prenions bien conscience du fait que les entreprises, en ce moment, ont pour certaines d'entre elles, des difficultés. Et donc, c'est peut-être important aussi de leur dire que c'est dans les moments où on a besoin de retrouver de l'activité que les supports de communication sont des éléments importants de la dynamique de l'entreprise. Et c'est vrai que Orléans Loiret Basket est un excellent support de communication pour les entreprises, puisque on voit que des entreprises, par exemple, qui arrivent dans notre région, peuvent pratiquement à l'instant, en adhérant aux partenaires et aux clubs, rencontrer plus de 200 partenaires. Aujourd'hui, 235. Moi, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, c'était il y a moins de 10 ans, il y avait 65 partenaires. Donc il y a eu là également une évolution très très importante qui a été faite. Donc je crois qu'il est utile de rappeler que l'OLB c'est un vecteur de communication très fort qui dépasse largement le territoire de la ville ou de l'agglomération, et que ça permet aux entreprises de communiquer. Et puis alors le troisième pilier, c'est le public. Donc le public qui est formidable, qui est présent, puisqu'on rappellera tout à l'heure que nous avons joué pratiquement tous les matchs, je dirais à guichet fermé. Enfin, pratiquement, oui. Enfin, pas tous, donc, mais les 7 derniers matchs étaient pratiquement à guichet fermé. Donc Orléans est connu pour effectivement avoir un taux de remplissage, j'aime pas tellement le terme, enfin bon, c'est comme ça que c'est le terme consacré, qui classe l'équipe d'Orléans
soit en première place, soit en deuxième place parmi les équipes de Pro A, en ce qui concerne le taux d'accueil, je dirais. On va vous présenter bien sûr aussi les aspects financiers. Vous verrez que l'année 2013 est une année à l'équilibre plus, c'est-à-dire qu'il a été dégagé un très léger excédent. Donc vous savez que l'équilibre financier est également un facteur très important de la stabilité d'une entreprise, et un club c'est aussi une entreprise. Et donc il faut atteindre cet équilibre financier, ce qui a été fait avec un certain nombre de contraintes qu'il faut gérer bien sûr. On arrive en perspective pour la saison 2013-2014, à mon avis, avec des éléments très très positifs et sur lesquels le conseil de surveillance avait demandé au directoire de travailler, qui était donc la fidélité des joueurs et la stabilité des effectifs pour construire une équipe dans la durée. Ça, c'était un élément stratégique et on en était tous d'accord lorsque je dis que le conseil de surveillance avait souhaité cet axe-là qui a été demandé, je dirais, il y a maintenant plusieurs mois. On était tombé d'accord sur le fait que c'était l'axe de travail majeur. Donc, stabilité, fidélité au club. Qu'on rentre dans un processus d'attachement et volonté d'aller plus loin ensemble, et pas simplement de faire une saison et puis de valoriser sa propre carrière individuelle et de ne pas voir plus loin que la valorisation des carrières individuelles. Et donc je crois que vraiment en 2012-2013, ce travail a été fait, et j'en veux pour preuve aussi ce qui a été fait avec les jeunes, parce qu'on voit à travers l'adhésion ou non des jeunes qui sont en formation, si le club est capable de leur montrer que c'est exemplaire d'être à l'OLB, et puis de venir à l'OLB. Je crois que cette exemplarité, moi j'ai vu des jeunes comme il s'appelle, Kozan. Mourad Kozan, qui est Kozan, voilà. Bon, Florent Gallo, Brian Pamba. Qu'on a vu jouer, et puis qui font leur parcours avec le club, pour la plupart. Bon, c'est le signe que, je dirais, ceux qui ont de l'expérience et qui sont des joueurs emblématiques du club, je vois par exemple Brian Green, là, qui est un formidable joueur, une personnalité, je dirais, de grande qualité, sont capables, dans la durée, de construire avec nous de la stabilité et de la fidélité. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on a pu demander, voire fait par le directoire, voire réalisé. Et donc je crois que ça nous prépare une très belle saison, parce que on aura des fondamentaux, si vous voulez, qui seront là bien en place pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà. Alors, concernant en fait la première photo qu'on a choisie, effectivement, c'est une photo qui est symbolique parce qu'il y a à la fois la stabilité, comme le disait Michel, mais aussi tous les jeunes du centre de formation, mais aussi des Orléanais. Et donc ça, c'est en fait un élément fort. C'est aussi dans ce pourquoi on se bat depuis plusieurs années, c'est de faire en sorte que le centre de formation puisse, que les fruits du travail qui sont faits depuis maintenant 7-8 ans commencent à se porter leurs fruits. Et là, on voit effectivement que c'est quelque chose d'important. Et on le sent aussi dans les jeunes que l'on recrute. Il y a une attirance particulière. Et une image qui s'est effectivement consolidée par rapport au fait que le club en fait, est un centre formateur et au-delà de cela accueille les jeunes et leur donne leur chance. La signature de Loum est certainement pas anodine dans le choix à la fois des personnes qui entourent Abdou Loum, mais aussi de ce jeune qui avait été signé il y a quelque temps par Gravelines, avait été prêté de par des problèmes de temps de jeu. Il est clair qu'on est particulièrement satisfait d'attirer des jeunes avec de gros potentiels. Concernant en fait la saison sportive, alors on peut simplement se rappeler qu'on était 7e ex aequo en fin de saison régulière, à quelques points
2 paniers près à 2 points de Nanterre, qui nous ont empêchés malheureusement de participer aux playoffs. Et voilà, donc on n'était pas très loin des playoffs. Ce qui est sûr, c'est que cette année, en fait, on a vraiment on a mis une attention particulière à satisfaire le public. Les joueurs ont été très, très forts devant ce public, et le public a été très fort pour faire que les joueurs soient très forts. Et ça, c'est un élément très, très satisfaisant, et on a vraiment le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est... Au-delà de ce qui est déjà écrit avec le public, on a ouvert un autre, enfin on a écrit un autre chapitre avec ça. Et les gens en fait sont, moi je me souviens de la fin de la saison, tout le monde était heureux de cette fin de saison, même si on faisait pas les playoffs. Il y avait une vraie joie des gens à avoir participé, à avoir accompagné cette équipe. Et il n'y avait pas de grande tristesse de ne pas faire les playoffs. C'était pas grave, voilà. Parce qu'il y a eu quand même des éléments forts. Le bilan sportif de l'Eurocup est mitigé parce qu'effectivement on a eu 2 victoires et 4 défaites. Je vous rappelle simplement qu'on est passé à quelques points de la qualification de l'Eurocup. Une victoire improbable c'est pas Séville, Séville, à Belgrade, une victoire improbable, alors que nous avions fait un match exceptionnel en fait à Sassari, qui nous permettait en fait d'espérer de pouvoir qualifier l'équipe au 2e tour, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Participation à Leaders Cup à la mi-saison, qui était en fait malgré des conditions de démarrage de saison difficiles. Et puis moi je me souviens un peu du parcours Coupe de France, qui est simplement un parcours qu'on a pu le top, ça a été d'aller gagner à Auban avec les jeunes justement. Et donc ça c'était un beau moment. Paradoxalement, on a un centre de formation qui travaille, et Christophe l'a dit, depuis quelques années d'une manière significative, bon, même s'il est créé depuis plus longtemps, depuis 2003. Et pourtant, le classement des espoirs, on pourrait le trouver insatisfaisant dans le bilan sec. On pourrait le trouver. Et or, il ne l'est pas, puisque vous savez comme moi que la relation, tous ceux qui ont suivi l'équipe, et vous êtes parmi ceux-là, la relation forte du groupe Espoir avec le groupe Pro est établie dès la reprise, c'est-à-dire que ces 2 groupes travaillent parallèlement, et que dès que le groupe Pro a été en difficulté, qui est une des raisons d'ailleurs de son mauvais classement, en plus du calendrier difficile, mais aussi des absences pour blessures des joueurs majeurs, on a fait appel aux espoirs, et ça a duré pratiquement toute la saison. Et ça a bien marché. Et en fait, on a eu de bons résultats donc, avec les espoirs, à travers justement leur présence et le côté salutaire de leur talent. Je me souviens d'ailleurs qu'à la source, quand nous étions en préparation, il y avait, on était invités, et vous m'avez fait la remarque, vous m'avez dit, mais au coup d'œil, on ne voit pas la différence en fait entre déjà en début de saison. Donc le maillage existait parce que c'est des jeunes qui nous suivent depuis plusieurs années, qui nous suivaient, parce qu'il y en a certains qui vont continuer leur carrière. Mais pour finir là-dessus, c'est de dire que effectivement le paradoxe, c'est qu'on n'a pas la satisfaction d'un classement, notamment d'être pour les espoirs dans les 8 également, qui les emmène vers le trophée du futur et qui les positionnerait avec un résultat de palmarès, par exemple de participation. Mais nous, on a la grande satisfaction d'avoir, de par la méthode, et pour eux aussi d'ailleurs, eux, ils ont une satisfaction majeure, c'est qu'ils sont joués. Et ils arrivent avec une expérience. Pour des jeunes quand même, enfin moi je trouve que c'est fort. Il y a des jeunes qui ont joué jusqu'à plus de 15 minutes parfois, comment ? Oui, 15-20 minutes. Ouais. Bon, et qui ont tenu leur place. Parce que le but, c'est quand même de jouer dans l'équipe majeure. Hein, et même pour un jeune qui intègre, moi j'ai trouvé ça... C'était révélateur d'un bon état d'esprit en plus. Donc c'est un paradoxe de lecture, mais qu'on trouve légitime et surtout très satisfaisant à l'analyse de savoir que ces jeunes, en fait, nous ont rendu les services dont on avait besoin, et eux arrivent plus fort à un moment de leur carrière. Alors pour être complet aussi, sur ce qu'on appelle le championnat de France des jeunes, qui est supporté par Orléans Basket Elite, donc qui a une organisation propre sur le club support, et donc qui accueille le championnat de France avec les U18 et le championnat régional avec les U17. Il y a des résultats. Vous savez qu'on essaye ici d'intégrer le plus rapidement
les plus jeunes dans nos équipes pour qu'ils puissent justement grandir au sein de la structure avec les principes d'enseignement et de conception du basket qui sont ceux des entraîneurs. Et on essaiera, et on espère d'ailleurs, dès la saison prochaine, pouvoir agrandir la famille et démarrer un peu plus tôt, puisqu'il y a une demande et un dossier qui a été déposé et validé par la Ligue du centre de basketball sur la volonté de club Orléans Basket, dans le cadre d'Orléans Basket Elite, une équipe minime France, donc c'est les U15, pour que nous puissions avoir à nouveau la continuité du travail qui sera effectué sur la formation dans les clubs du territoire, mais également à travers la structure d'élite en continuité, les structures d'élite qui sont à la fois le pôle espoir et à la fois les classes sportives qu'il peut y avoir dans le secteur. Donc, notre volonté, c'est d'élargir la base, comme de ce fait, pour être plus performant et plus compétitif et offrir à plus de jeunes la possibilité ensuite d'intégrer les U17 et les U18 avec un profil. Dans l'esprit de ce qui avait été expliqué, garder les hommes parce que d'abord ils avaient été passés au révélateur. Alors on garde qui Pelin sous contrat Marco Pelin, mais c'est jamais évident de garder. C'est bon, merci. Alors Marco Pelin, on le garde pas vraiment puisqu'il était sous contrat. Donc, oui, mais l'année dernière aussi, et il a fallu faire un effort. Donc garder un JFL. Oui, mais on avait une possibilité de rupture. Mais l'année dernière aussi, on avait un joueur qui n'avait pas de possibilité, il est parti. Donc on garde Marco Pelin, c'est très bien. Mais on espère surtout qu'il sera sur ses deux genoux, sur ses deux jambes. Bon. Et c'est à quoi on travaille, puisqu'on l'a vu la semaine dernière, on suit le sujet. Christopher Hill, Chris Hill, on ne demande pas. Ça a été un peu plus compliqué, mais plutôt que l'exotisme des marchés extérieurs, il a préféré rester. Ça a été un effort à faire de notre part et de la sienne, et mené par le président, ça, avec Christopher Hill. Voilà, donc on est très satisfait parce que ça reflétait aussi la volonté. On a un partenaire qui nous a rejoint, pas des moindres, mais ça reflétait aussi et puis aussi journaliste, la volonté des gens de voir et de conserver certaines personnes. Alors Kyle McAlarney, donc ça s'est fait assez tôt, ça fait partie puisqu'on avait une petite respiration du fait de ne pas être dans les playoffs et le club en question non plus, car vous savez qu'il faut respecter aussi le championnat des autres. Donc on a pu reprendre les contacts que nous avions initiés l'année dernière avec Kyle McAlarney, puisque c'était une volonté déjà l'année dernière, mais c'était pas possible, ça s'était pas fait pour vous imaginez un peu le contexte. Donc là c'est fait, donc poste 2-1, 1-2. Et les experts connaissent, c'est-à-dire que c'est avant tout un grand shooter à longue distance, on l'a vérifié à nos dépens, et puis aussi c'est un joueur avec une culture basket, culture tout simplement. On dit, nous après l'avoir vu, on a un peu eu l'impression dans l'entretien que nous avons mené avec des coachs d'avoir discuté avec un style Ben Devoir par exemple en termes d'approche. Comportement. Voilà, donc prenons pas plus, vous le découvrirez. Il peut jouer au poste arrière, on va dire, un ou deux. Maël Lebrun sous contrat avec nous, il continue l'aventure. Il a d'autant plus réussi son permis de conduire, donc il est très heureux de rouler en voiture OLB qui sera une Toyota l'année prochaine. Donc il est ravi, je ne vous le présente pas, c'est un produit qui vient de chez nous, ou presque. Il a migré rapidement de la banlieue parisienne et fait sa formation chez nous. Abdoulaye Loum, là par contre, dont on parlait. C'est une nouveauté. Il s'était présenté à la détection cadet avant d'aller au Havre, on ne pouvait pas suivre. On n'avait pas aussi peut-être la réputation. Le Havre est un club formateur, et nous on le deviendra aussi, forcément, et on l'est. Donc Loum, on vous l'a expliqué, barré par un temps de jeu, sous licence et contrat gravelinoise. Il a été prêté à partir du mois d'avril, mars-avril, sur Boulogne, et il a fait des statistiques qui lui donnent l'espoir de s'imposer plus haut. C'est un grand garçon de 2m10, grosse envergure, de bras, très long, demande à se construire physiquement encore un peu, mais il a tout pour. C'est presque un Valentin Mukuna, mais un peu plus costaud en termes déjà d'approche physique. Très à l'aise dans le périmètre du cercle avec sa longueur de segment, et aussi qui malheureusement a déjà un shoot, je dis malheureusement, a déjà un shoot à 3 points, donc des fois répugne à faire d'autres travail que de prendre le tir. C'est un peu unidimensionnel par moment, mais il va évoluer. Et certainement bien encadré, parce que ça on le sait, ça devrait le faire, parce qu'il y a une marque de confiance à le mettre sur le terrain, en lui expliquant, et ça a été l'axe, que c'est un poste 4, mais qu'il doit développer le poste 3. Les raisons pour lesquelles il était au départ un joueur attractif et qu'il a oublié en pensant que c'est plus facile de mettre des 3 points que des 2. Donc
on va voir ça. Poste 4 titulaire, Brian Green, on n'en parle pas trop, donc il a privilégié la stabilité, la famille, 2 ans de contrat. Loum a Et signé. puis la relation avec le club, parce que je pense Oui, la qu'il y a une vraie relation aussi, mais relation. voilà. Loum a signé 3 ans et Brian Green a signé 2 ans. Ok. Kozan, 3 ans, contrat proposé légitime. On pouvait le garder en convention, c'est-à-dire garder son année espoir telle qu'elle. On a souhaité le positionner aussi pour une réglementation, mais on peut passer un contrat pro sur n'importe quelle tête espoir, entre guillemets, mais lui, légitimement, il méritait par rapport à ce qu'il a laissé entrevoir et ce qu'il doit confirmer. À nos côtés, on l'espère, parce qu'on aura aussi la possibilité de le faire voyager, mais on espère qu'il va grandir aussi avec la structure et s'imposer sur un poste 4, mais là aussi, d'abord un 5, mais aussi un 4, vous savez, les 4, 75, 50, bref, qu'il élargisse et qu'il étoffe son jeu. Il est en équipe de France des moins de 20 ans, il en est sorti momentanément pour un problème de dents, encore un problème d'hygiène sportive aussi à régler, puisque c'est des jeunes garçons, il faut qu'on les accompagne. Il était déjà blessé sur les mêmes bases et ça fait des tendinites à répétition en début de saison, donc là c'est à nous de nous organiser. Raposo, poste 5, il restera poste 5 et il devra montrer qu'il pourra relayer celui qui sera titulaire du poste et qui Donc lui, c'est la 2e année. Sa 2e année, il a encore une année, mais c'est un joueur aussi, j'allais dire, en couveuse. Il était passé par Boulogne aussi après avoir fait une formation dans le sud-ouest, mais Raposo, c'est un garçon qui doit nous apporter, il a déjà modifié un certain nombre de choses et il va s'adapter, je pense. Et la présence de Terence Dials, qu'on a re-signé le premier, Voilà, sa venue était quand même conditionnée aussi à une éventuelle prolongation, pour tout vous dire. Et notre intérêt était justement, au moment où on était encore dans la saison régulière, de commencer, c'est un secret pour personne, à travailler sur la saison d'après, et conformément aux souhaits du conseil de surveillance. Donc on a souhaité avancer rapidement, et Dials, pour nous, a été la première bonne opportunité qui aujourd'hui nous font penser qu'on a déjà une relation poste 1, poste 5, on parle technique, c'est-à-dire un meneur intérieur déjà établi et fourni, avec les gens qu'on a parlé, et qu'il nous manque encore. En fait, ce qu'on avait recruté en premier l'année dernière, c'est un poste 3, le joueur extérieur. Mais là, on a pris le chemin inverse, on attend. Et on prendra le temps de la situation. Là, vu le travail que vous avez fait, on est moins pressé. Parce que si vous comparez par rapport à l'an dernier ou les années antérieures, ça n'a rien à voir. Donc moi, je dis bravo là. Bon, merci, alors après, on est toujours dans les aléas sportifs et c'est ce qui fait la grandeur du sport, bien sûr, mais je pense que le travail amont qui a été fait, là, on est quand même pas à la fin, presque, bon, on est au mois de juin, fin du mois de juin. Souvenez-vous, donc je pense que là, on a mis pas mal d'atouts de notre côté. C'est serein et on peut travailler sur l'intersaison en dehors des recrutements purs et c'est vrai que ça nous permet en fait d'anticiper et de c'est quelque chose qui est quand même nouveau dans le management du club. On l'avait eu, Michel, entre l'année 2008 et 2009 et 2010. À chaque fois qu'on n'est pas au play-off, c'est légitime puisque ça se comprend, parce que tant que, je le disais, il faut respecter le championnat des autres et on ne peut pas parler aux joueurs d'avenir tant qu'on n'a pas fini notre propre saison, mais on fait la même chose pour le recrutement, on ne s'intéresse pas aux joueurs qui sont encore en compétition. Donc là, on est très en amont, donc c'est très bien. Je rappelle que c'est les capitaux propres, les réserves que le club a réussi à constituer au fil des années et qu'elle conserve pour pouvoir redémarrer dans de bonnes conditions l'année suivante. Donc sur le plan financier, la DNCG regarde si un club ne débarque pas de zéro. Il lui faut un fonds de roulement, si vous voulez, des réserves, ce qu'on appelle les réserves. Et donc chaque année, petit à petit, lorsqu'il y a des excédents, et le club est excédentaire chaque année depuis plus de 10 ans. Depuis que vous êtes là ? Oui, entre autres. Mais moi j'y veille parce que je pense que, vous savez, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et si chaque année on peut mettre un peu plus dans le compte de réserve, ça permet d'anticiper les recrutements, ça permet de faire une meilleure gestion et ça contribue effectivement à l'équilibre. Donc, alors moi, c'est le travail du staff, du club, président, vice-président. Parce que derrière il y a les recrutements, c'est une gestion d'entreprise. Vous avez un budget pour 2013-2014, c'est 4 454 000. C'est un beau budget qui est un petit peu en baisse par rapport à l'année précédente. Ouais, la différence, la variable justement, c'est la dépense Eurocup.
Donc l'an dernier, il y avait un budget de 4 655 000, c'était donc l'année qu'on vient de clore, 2012-2013. Et là, nous avons arrêté un budget, d'un commun accord, je dirais, le conseil de surveillance et le directoire, à 4 454 000. Puisque, si vous voulez, on dit cette année, on n'a pas de challenge européen, donc il y a cet écart budgétaire. Alors, ça tient compte aussi du fait que les partenaires, il faut bien sûr les faire venir, mais il faut aussi assurer du budget des partenaires. Donc voilà, ça me paraît être assez équilibré, et j'allais dire, dans cette période un peu plus difficile, ça me paraît être un budget raisonnable, enfin un budget sérieux, raisonnable. Pour la masse salariale n'est pas négligeable, peut-être vous vouliez en parler. 1 514 000, sachant qu'on a comme objectif sportif, on va dire objectif minimal, de faire le top 8 et de participer à Leaders Cup. On sera engagé dans la Coupe de France, évidemment. On verra, mais la Coupe de France n'est jamais un objectif en soi. On regarde un peu comment ça se passe. L'année dernière, on n'a pas pu faire de match en plus à Orléans, donc ça a été une Coupe de France un peu à l'extérieur, et c'est pas toujours évident. On verra. Donc, mais ce qui est important, c'est notre priorité, c'est le championnat. En plus, on n'aura pas de Coupe d'Europe qui nous posera des difficultés en termes à la fois de fatigue, de déplacement, mais aussi de double objectif. Et donc, sur le plan c'est toujours plus facile une saison est toujours plus facile lorsqu'elle se passe en fait sans Coupe d'Europe. Surtout dans des organisations comme les nôtres, qui n'avons pas des budgets trop importants pour avoir pratiquement 2-5 majeurs en capacité de pouvoir jouer les deux championnats. Voilà. Vous avez continué le travail aussi sur le plan de la structuration du club. Enfin, vous avez parlé tout à l'heure de ce qui a pu être fait sur le plan communication. Moi, je trouve que vous avez fait un gros travail. Bon, ça, c'est essentiellement Christophe qui l'a piloté, bien sûr. Mais si vous voulez, ce club, il est moderne dans son approche. Je veux dire que la gestion Internet est parfaitement au point, la communication, elle est parfaitement au point. Donc c'est un club qui sait aussi structurer, quoi, hein, comme on doit l'être aujourd'hui pour un grand club professionnel. Et donc il y a des équipes stables aussi. C'est au marketing, c'est à la communication, c'est le sportif, c'est la logistique, c'est aussi les finances, la direction financière. Puis il y a aussi tous les bénévoles qui contribuent à la vie du club. Et ça, on a parfois tendance un peu à l'oublier à partir du moment où quand tout ça est bien on l'oublie en fait. On l'oublie et il faut quand même le rappeler, parce que ça fait partie des acquis. On essaye de faire au moins une dizaine, je pense que c'est une dizaine voire une quinzaine d'actions complémentaires au niveau des partenaires en dehors des matchs. Ça plaît beaucoup. On double les événements et l'objectif au niveau des partenaires, c'est qu'effectivement que les gens puissent se rencontrer, puissent échanger leurs cartes de visite, se connaître mieux, etc. Et il y a une vraie satisfaction à ce niveau-là et ça c'est quelque chose qui est sympa parce que qui est surtout important pour le club. Parce que déjà, ça nous permet de donner, je dirais, des éléments de construction professionnelle. Et au-delà de ça, ça attire d'autres partenaires. Et c'est pour ça que l'année prochaine, on a un objectif à 250. On va essayer de dépasser les 250. C'est quelque chose qui est aujourd'hui un peu ambitieux par rapport à l'environnement, mais qui est atteignable. Donc voilà. J'insiste sur ce rôle que a le club, l'OLB, par rapport aux échanges économiques qui peuvent avoir lieu. 250 entreprises qui peuvent se rencontrer, je dirais pratiquement toutes les semaines. Forcément, ça crée des liens importants, et donc c'est aussi pour ça qu'on a un territoire qui est solide. Donc le club contribue à ce travail. Le planning pré-saison, donc comme vous avez, on ne va pas tout le détailler. Les éléments importants, ce sont les premiers matchs. Le premier match sera ici le 6 septembre au tournoi de Sablé-sur-Sarthe,
On est comme Nanterre, hein, on reste en France. Je voyais qu'ils étaient les seuls, mais il faut bien qu'ils rencontrent d'autres équipes en France et ne pas faire des préparations à l'étranger. Donc un tournoi de Sablé-sur-Sarthe contre Le Mans, Cholet et Nanterre. Ensuite, nous aurons un match amical contre Roanne le 13 septembre. Un match à Lille contre Gravelines dans le cadre d'une action particulière au niveau du handicap. Et on est très attentif à ça. Et on accompagne d'ailleurs le club emploi et handicap sur Orléans. Et c'est dans ce cadre-là que l'on va faire ce stage à Lille le 18 septembre. Ensuite, nous aurons un tournoi à Bourges, le tournoi Aviva de Bourges, où il y aura de présent Nancy, Lasvel et Strasbourg. Et on a rajouté en fait cette semaine, la semaine dernière, Gilles a travaillé dessus, sur un match amical au Mans, contre le Mans, pour l'inauguration de la salle en fait de la section amateur du Mans. La salle Gouloumès. Voilà. Et donc reprise du championnat, comme on a appris comme vous le maintien à 16 équipes, on reprendra donc le 5 octobre. On pourra donc jouer notre premier match, je ne sais pas si on le fera, mais on pourra jouer notre premier match à domicile, ce qui sera peut-être une première, puisqu'on n'aura pas la contrainte de l'Open de tennis sur cette année, puisque le 5, on aura à disposition le Palais des Sports, on l'aura récupéré. Après une période de travaux de nouveau qui est organisée pendant cet été. Concernant le nombre de matchs joués au Zénith, pour le moment, nous sommes, je dirais, sur une hypothèse d'un match, mais qui peut peut-être évoluer un petit peu en fonction des possibilités que nous aurions avec les partenaires qui nous accompagnent. Donc je dirais, un chiffre provisoire. En ce qui concerne l'Arena, vous savez que nous sommes sous procédure au tribunal administratif pour, je dirais, faire valoir les droits de la ville d'Orléans. En ce qui concerne la délibération du CNDS, d'abord attribuant 15 millions d'euros et puis se rétractant, je dirais, à la suite des changements politiques de l'an dernier, en milieu d'année. Donc tout ça, l'histoire, vous la connaissez. Donc c'est devant le tribunal administratif, et c'est au tribunal administratif de dire ce qu'il interprète concernant ce financement. Voilà. Donc voilà, le dossier, les conclusions ont été déposées, ça je le sais, par nous-mêmes bien sûr, parce qu'on était demandeurs, mais aussi les conclusions ont été déposées par l'État. Donc voilà, ça c'est une phase évidemment tout à fait essentielle. Mais je rappelle que le projet de l'Arena, il est bouclé. C'est-à-dire que le dossier, il est définitif dans sa construction. Tous les éléments nécessaires à la réalisation d'une réalisation architecturale exceptionnelle avec un architecte qui ne l'est pas moins, qui est Michel Ferrier. Si vous avez vu maintenant les maquettes qui ont pu être projetées lors de l'exposition Orléans 2025 qu'a organisée la ville d'Orléans sur l'ensemble des projets d'urbanisme qui sont à venir, je ne sais pas si vous y avez eu l'occasion d'y aller, mais vous avez pu voir la beauté architecturale de cet équipement qui en même temps redonne une perspective à l'ensemble du quartier autour, les accès, enfin bon. Donc c'est un projet qui est très structurant, c'est un projet d'ensemble qui ouvre la ville d'Orléans sur des perspectives de développement et de communication majeures. Donc le dossier, il est pour nous fait. C'est l'aspect du financement de l'État qui est venu, je dirais, perturber un programme qui était parfaitement orchestré, planifié, et voilà, avec l'engagement aussi d'autres collectivités qui venaient, dans le cadre du contrat d'agglomération pour la région, les engagements avaient été pris par écrit avec le président de la région. Donc tout ça, aujourd'hui, ça crée un préjudice quand même très important à la ville d'Orléans, parce que si ces retards-là engageaient d'autres rétractations, vous voyez jusqu'où on peut aller. Donc voilà. Aujourd'hui, on en est là. La vie continue. Ce projet, pour moi, se fera. Et je ne suis pas le seul à le penser.
qui se fera simplement avec le décalage dû aux procédures. On a des intentions évidemment de continuer à construire dans la durée. On a des intentions de faire en sorte que ce club continue à être ce qu'il est, avoir le fonctionnement que l'on a, les valeurs qu'on a, l'importance de la formation au niveau des jeunes. Ce sont des éléments très importants. Et donc qui vont faire que on va discuter, on va consulter, on va travailler avec le conseil de surveillance en étroite collaboration à ce niveau-là pour voir en fait quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à nous. On a une saison à faire, donc les choses, vous savez, doivent se faire les unes après les autres. Là, on rentre, à mon avis, avec des atouts importants dans notre jeu pour faire une très belle saison. Et donc, évidemment, tout le travail que fait l'entraîneur Philippe Hervé est fondamental aussi. Hein. Donc, tout ça fonctionne bien. Et c'est aussi cette construction très en amont, cette solidité, il y a largement participé, et même plus que ça. Parce que, voilà. Donc, c'est la preuve que l'équipe tourne très bien, je dirais, au niveau de l'équipe de direction du club. Donc il fait partie en tant que directeur technique. Hein.